Bonjour, je m'appelle Marie Bretagnol et je travaille sur les illustrations pour Tolkien. Alors ma thèse s'intitule pour le moment « Des artistes en terre du milieu, du texte à l'image », mais bon, c'est un titre qui est amené à évoluer. Je suis en 3e année et j'espère finir mon travail dans le courant de l'année prochaine. J'étudie les illustrations intérieures dans les éditions anglophones des récits de la Terre du Milieu. Ça implique un corpus d'une 20aine de textes à peu près, dans lesquels se trouvent des illustrations qui sont imprimées au sein du texte. Aussi bien des illustrations en couleur que des illustrations en noir et blanc, par des artistes anglophones, donc des éditions principalement anglaises, mais aussi américaines. Alors je ne m'occupe pas de toutes les éditions qui ont pu être publiées à l'occasion des traductions dans par exemple tous les pays d'Europe, mais aussi jusqu'au Japon, parce que ça impliquerait un nombre de volumes considérable, et ce serait absolument pas gérable. Voilà. Quand Tolkien écrit Le Hobbit, il l'écrit pour ses enfants, c'est une histoire du soir qui compose à partir des années 30. Et il dessine beaucoup à cette époque-là, parce que l'invention du monde passe autant par les mots que par l'image. Donc il réalise beaucoup de croquis et de dessins au crayon de couleur, à l'encre et à l'aquarelle. Il écrit assez peu de descriptions des paysages et des éléments dans son histoire, mais par contre il réalise plusieurs versions d'un même dessin. C'est le cas par exemple de son illustration pour Rivendell, qui est devenu Foncombe dans la première traduction et Fandeval dans la deuxième. On voit au fil de ses dessins qu'il expérimente différents points de vue sur le paysage et des placements aussi bien des éléments naturels que des architectures. Et il poursuit ce travail, et c'est encore plus affirmé au moment de l'écriture du Seigneur des Anneaux, qu'il commence juste après la publication du Hobbit, où là, dans ses manuscrits, on a vraiment une juxtaposition du texte et de l'image, avec les croquis qui prennent la place du texte parfois. On a le texte qui se pousse pour laisser la place à un petit croquis, un plan ou une illustration qui est en train de naître. Tolkien visualise tout ce qu'il écrit. C'est vrai, il a vraiment une imagination qui fonctionne aussi bien visuellement que verbalement. Et à la publication du Hobbit en septembre 1937, le texte est illustré par ses soins. C'est quelque chose qu'il a discuté avec son éditeur, il a fourni des illustrations et 2 cartes. Au moment de l'écriture du Seigneur des Anneaux, par contre, il envisage dans un premier temps d'illustrer son texte, c'est pour ça qu'il y a autant de dessins dans ses manuscrits, mais rapidement l'écriture prend de l'ampleur. Le projet prend de plus en plus de temps, les années passent, et Tolkien se rend compte que ça va pas être possible d'illustrer lui-même son texte, ça lui demande trop de travail, alors que le texte est déjà très exigeant. Et donc il abandonne l'idée de publier ses illustrations. Tolkien continue à dessiner dans ses manuscrits, c'est très important pour lui, ça lui permet de visualiser les éléments d'architecture, les paysages. Il dessine très peu de personnages, et pratiquement aucun pour le Seigneur des Anneaux. Il en a dessiné quelques-uns au moment du Hobbit. Il n'illustre pas le Seigneur des Anneaux, mais il crée les couvertures, comme il avait fait pour la jaquette du Hobbit en 1937. Il crée 3 couvertures pour les 3 tomes du Seigneur des Anneaux qui sont publiés entre 1954 et 1955. Et à nouveau, il fait beaucoup de recherches pour voir comment il va placer les différents éléments sur la page. On a d'autres exemples de son travail d'illustration dans des textes hors de la Terre du Milieu. On a d'une part les lettres au Père Noël qu'il a composées pour ses enfants entre 1920 et 1943, qui sont toutes illustrées par ses soins, à l'aquarelle ou au crayon. Et on a également une petite histoire qui s'appelle Mr. Bliss, qui a été traduite par Monsieur Merveille, qu'il a écrit dans les années 30 également pour ses enfants, et qu'il a complètement illustré. Quand Peter Jackson s'est lancé dans l'adaptation du Seigneur des Anneaux, il a fait appel à 3 des plus grands illustrateurs de Tolkien,
et 2 d'entre eux ont répondu favorablement et se sont envolés pour la Nouvelle-Zélande. On a John Howe qui est resté 1 an, et Alan Lee qui est resté pendant 6 ans en Nouvelle-Zélande pour travailler au film. À eux deux, ils ont élaboré l'identité visuelle des films en dessinant toutes sortes d'éléments, depuis des paysages entiers jusqu'à des boutons de porte, en passant par des architectures. Alan Lee a fourni par exemple 2500 dessins qu'il a transmis ensuite aux autres artistes et aux artisans. Il était à la tête du département artistique qui travaillait pour Peter Jackson, et il avait toute une équipe avec lui, et il a vraiment apporté sa patte à l'univers visuel de la trilogie cinématographique, au point que certaines de ses illustrations qu'il avait créées pour Le Seigneur des Anneaux dans l'édition de 1991 ont été transposées presque trait pour trait dans le film. C'est le cas par exemple de la scène de l'apprivoisement de Sméagol, où on retrouve des plans qui sont vraiment similaires au point de vue qui est adopté dans l'illustration. C'est vraiment une collaboration qui s'est établie entre Alan Lee et John Howe, et la légende veut que Alan Lee se soit occupé des civilisations plutôt bienveillantes et alliées des héros, comme les elfes ou le Gondor, alors que John Howe se serait occupé plutôt des civilisations maléfiques, comme le Mordor ou certaines parties d'Isengard avec Saruman. Alan Lee a mené beaucoup de recherches sur la culture médiévale pendant sa carrière, à travers les différents livres qu'il a illustrés. Ça a commencé notamment avec un livre qui s'appelait Castles, qui n'a pas été traduit en français, et qui est une évocation des demeures plus ou moins mythiques et plus ou moins médiévales, justement. Ensuite, il a illustré un recueil de légendes galloises qui s'appelle le Mabinogion, pour lequel il a créé des illustrations très inspirées de la culture médiévale. Et ensuite, il a notamment travaillé sur un ouvrage consacré à Merlin. Donc la culture médiévale, c'est vraiment quelque chose qui le passionne et sur lequel il s'est beaucoup documenté. Mais les choses sont différentes avec Tolkien, parce qu'il s'agit d'un monde inventé. Il n'inscrit pas la Terre du Milieu dans une époque historique précise. Et pour l'artiste, ça implique de piocher dans toute la culture qu'il a amassée au fil de sa carrière pour donner une forme d'historicité aux images sans faire référence à une époque en particulier. Par exemple, la culture du Rohan est très inspirée par les anglo-saxons, qui ont vécu en Angleterre entre le 5e et le 10e siècle à peu près. Et Alan Lee s'est inspiré des récentes découvertes qui avaient été faites en Angleterre sur des chantiers de fouilles par exemple, pour reprendre des formes, par exemple des formes de casques, qui correspondaient à la période, et que Tolkien pouvait connaître ou pas au moment de l'écriture du livre, mais qui permettent de créer l'identité visuelle de cette culture. Alan Lee, en vrai, il est adorable. C'est un artiste très discret, c'est quelqu'un de très modeste, et voilà, il est très professionnel et toujours à l'écoute. Alors j'ai pas participé à l'exposition en elle-même, bon, ça aurait été un rêve, hein, on va pas se le cacher, mais je n'y ai pas participé. Par contre, en tant que spécialiste d'Alan Lee et notamment de son travail pour Tolkien, j'ai été appelée pour animer la rencontre avec lui qui a eu lieu à la BNF début février. Donc j'ai mené un entretien avec lui, et après il y a eu des questions avec le public. À travers cet entretien, on a exploré son rapport au texte et la création des illustrations, avec en introduction une évocation de sa collaboration avec Christopher Tolkien, qui malheureusement nous a quittés quelques semaines à peine avant la rencontre à la BNF. Un conseil, alors j'en ai plutôt 2 principaux, même s'il y en aurait beaucoup d'autres. Le premier, faites du sport, parce que ça va vous permettre de vous détendre, de vous aérer l'esprit, de vous oxygéner et de ne pas avoir trop mal au dos.
Et en deuxième, je vous conseille de créer un blog de thèse, sur lequel vous pourrez archiver les étapes de votre travail et garder une trace. Alors ça peut être intéressant pour vous, ça sera intéressant pour les personnes qui s'intéressent à ce que vous faites, et en cas de problème, si quelqu'un a l'intention de voler votre travail, et ben ça vous donnera une preuve que ces idées-là viennent de vous et que vous les aviez déjà travaillées à tel moment de votre parcours. Alors en premier, je vous conseillerais d'aller voir l'entretien avec Alan Lee pour la BNF qui a été filmé et retransmis sur YouTube et sur Facebook, il est très facile à trouver. Ensuite, j'ai moi-même un blog de thèse justement, comme je vous le conseillais. Le mien s'appelle Voir Tolkien, tout attaché, .hypothèse.org, et j'y publie régulièrement des articles, soit sur ma méthode, soit sur un point que j'ai trouvé intéressant dans l'étude des illustrations et qui fera pas forcément partie de la thèse mais que je souhaite mettre en avant. Et pour accompagner ce blog, j'ai un compte Twitter également qui est @mariebreta, sur lequel je donne quelques nouvelles et je retweete les informations qui me paraissent les plus pertinentes par rapport à mon travail. Merci Pallas Athénée de m'avoir invité sur votre chaîne. Si vous connaissez pas leur travail, je vous conseille de vous abonner, ils ont des vidéos très pédagogiques sur l'histoire de l'art.